face à la nation, Kazadi rend le silence. La vérité. Lampadaire, forage, centre financier, Arena de Kinshasa. Autant de projets emblématiques portés par le président Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Des mots qui évoquent la modernisation du Congo, des symboles de transformation pour toute une nation. Pourtant, aujourd'hui, ces mêmes mots semblent lourds de suspicion. Pour certains, ils sont devenus des mots. Corruption, surfacturation, détournement. Et un nom revient sans cesse. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, au cœur des polémiques. Là, on va parler de sujet qui fâche. Lampadaire, 13 millions de dollars pour la 2600 lampadaires. Il a estimé que 398 000 $ par forage, c'était exorbitant. Et lui, il a travaillé avec son équipe pour réduire à 297 000 $. Pour échapper à contrôle, nous avons besoin de nos forages. La Kisabiso va forage, la Kisabiso va lampadaire. C'est là le débat. Ministre Aligiba Tounate. Le détournement de plusieurs millions de dollars destinés au finissage de ces travaux. Mais où se situe la vérité dans ce tumulte médiatique? Y a-t-il réellement eu détournement ou surfacturation? Ces projets qui ont tant fait rêver sont-ils des fiascos en devenir ou seulement des victimes de rumeurs malveillantes et de malentendus? Le ministre des Finances est-il simplement le coupable désigné par une partie de l'opinion publique ou bien cette affaire cache-t-elle une campagne savamment orchestrée pour ternir son image? Que dit la justice congolaise? Et surtout, qu'en est-il des faits, loin de l'agitation des médias? 4 journalistes de renom ont pris l'initiative de chercher des réponses. Willy Kalengai, Litsani Choukran, Élisée Odia et Eric Ombago. Des enquêteurs chevronnés déterminés à éclairer cette affaire complexe. Vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait M. 30%. Vous pointez du doigt une sorte de cabale politico-médiatique, mais vous n'êtes pas le seul politique ici en République démocratique. Pourquoi vous? Ensemble, ils se sont assis face à l'homme que beaucoup pointent aujourd'hui du doigt. Mais si vous aviez respecté les 4 phases de dépenses, vous n'aurez pas ces difficultés. Il y a eu un jour un ministre des Finances dans ce pays qui a payé des lampadaires à 5 000 $ lui. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Pendant 2 heures d'interrogation sans relâche, Nicolas Kazadi dévoile pour la première fois sa version des faits. Je suis seul ministre de l'histoire à amener ce pays à ces résultats-là en termes de gouvernance financière. Face au chevalier de la plume, il se défend, détaille ses actions et révèle les coulisses de ses projets phares qui semblent déjà jugés par l'opinion publique. Ces accusations de corruption, de gestion opaque, ces critiques virulentes sur des projets clés, que s'est-il vraiment passé? Amenez-moi un seul homme d'affaires particulier à qui moi j'ai négocié directement ou indirectement quelque commission que ce soit, même 0,5%. Dans cette interview exclusive, Kazadi répond sans détour à ces questions qui pèsent lourdement sur lui. Un moment de vérité que toute une nation attendait. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce plateau spécial. Nous organisons ce plateau parce que nous sommes convaincus que notre métier, le journalisme, est fondé sur le principe du contradictoire. Nous sommes ici parce que nous avons voulu rencontrer quelqu'un. Nous l'avons sollicité et il a accepté notre invitation pour nous parler. Honorable Nicolas Kazadi, parce qu'il est élu de Miabi. Il est donc notre invité aujourd'hui parce que nous voulons aller au fond de questions, parce que nous avons aujourd'hui l'occasion de la voir. Nous allons donc lui donner la parole parce que l'équité veut que quand vous voulez fermer la porte à quelqu'un, au moins écoutez-le. Honorable Nicolas Kazadi, bonjour. Bonjour Willy Kalengai. Merci d'avoir accepté cette interview. Nous allons le faire sous le signe de la franchise. Nous allons le faire sous le signe du respect de notre peuple et de notre opinion. Vous l'avez accepté et nous espérons que nous allons tous en bénéficier. Pour vous recevoir sur ce plateau, je suis accompagné des meilleurs journalistes de la place. Nous avons à votre droite, à vous, à ma gauche, Litsani Choukran, journaliste de Politico.cd. Merci d'être là. À ma droite, la non moins talentueuse Élisée Odia, que l'on ne présente plus. Très talentueuse, n'est-ce pas, Élisée Odia?
Oh, je laisse aux téléspectateurs le soin d'en juger. En plus, vous êtes humble. Merci beaucoup, Olivier Odia. Merci. Et au fond, Eric Ambago, journaliste à Top Congo. Merci d'être là. Merci, Willy. Alors, honorable Nicolas Kazadi, pourquoi, et la première question, vous acceptez de prendre la parole aujourd'hui? Vous aurez pu, comme beaucoup de gens, attendre que les temps vous fassent oublier. Parce qu'en réalité, dans l'opinion publique, vous passez pour un homme dangereux, un homme qui a fait mal à la République. Merci bien, Willy Kalenga. Effectivement, depuis quelques mois, j'ai cessé de parler aux médias pour une raison bien simple, et vous le savez, c'est que j'ai été mis en cause dans cette affaire de forage, et donc une instruction a démarré. Déjà en avril, fin avril, il y a eu une réquisition d'informations à mon sujet auprès de l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de poursuite, l'autorisation d'instruction, pardon, sur cette affaire de forage. Donc dès lors que la justice était saisie, je ne pouvais plus m'adresser à mes concitoyens. Et donc j'ai traversé cette longue période avec une forte envie de parler justement, une forte envie de vous m'expliquer, de me justifier. Et malheureusement, je ne pouvais pas pour ces raisons-là. Et heureusement que là, je viens d'être notifié par le parquet que j'ai été totalement disculpé après cette phase d'instruction. Et donc, c'est le moment pour moi de venir de nouveau m'adresser aux Congolais comme j'aurais tant souhaité le faire plus tôt. Comme je doutais un tout petit peu, j'ai demandé la preuve, avant de monter ce plateau. Comment mène la lettre qui remet le ministre à la disposition de la vérité publique et historique? Alors, j'ai la lettre ici. Cette lettre dit « Maître, j'accuse réception de votre lettre numéro 166/D/W/D/2024 du 8 octobre 2024, m'adresser au sujet de l'objet repris sous rubrique et vous informe que votre client, c'est Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge. Veuillez agréer, maître, l'expression de ma considération distinguée. » C'est vrai que nous vous voulions coupable. Nous avions trouvé comme ça quelqu'un qui pouvait un peu prendre sur lui toutes nos misères, parce que c'est bien que quelqu'un de très haut niveau puisse être coupable. Ça fait plaisir au peuple. Mais en réalité, si ceci est vrai, et c'est vrai parce que c'est signé par les procureurs, alors vous avez un problème là. Vous êtes non coupable, mais totalement coupable dans les yeux de l'opinion. Mais non, justement, j'ai commencé par être condamné par l'opinion à la suite d'une manipulation médiatico-politique. Et donc, lorsqu'on se retrouve au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse couler, on va jusqu'au fond, et dès qu'on arrive au fond, on tape le pied sur le plancher et on remonte. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre ce moment-là. Mais depuis le début, il n'y avait aucun doute en ce qui me concerne sur le fait qu'il ne s'agissait rien que d'une cabale politique et que le temps viendrait où tout s'éclaircirait. Et ça n'a pas traîné parce que déjà, au cours de l'instruction, tout montrait très bien que ça ne tenait à rien. Et pour votre information, j'ai eu plusieurs séances. D'abord, j'ai été le premier à demander à être entendu. Ça, c'est très important. Dès le début, donc je crois que le 27 avril, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale, m'a interdit de voyager et a écrit à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction. Dès le lendemain, j'ai manifesté mon souhait d'être entendu. Et le 9 mai, j'ai écrit une première lettre au procureur pour dire que je me débarrassais de toutes mes immunités et que j'étais prêt à aller pour être entendu. C'était une difficulté pour eux parce que selon eux, la loi ne permettait pas d'être entendu. Mais j'ai dû insister et finalement, ils ont commencé à m'entendre avant le retour de l'Assemblée. Mais pour finir, on a pu accélérer avec l'Assemblée pour que l'instruction démarre. Et donc, c'est moi qui courais derrière les juges pour être entendu, ce qui n'est pas commun. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays qui ont eu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Et
de toutes les auditions qu'on a eues, on a eu plusieurs séances, y compris des confrontations avec toutes les autres Mais parties vous étiez prenantes. très puissant, un ministre des Finances qui court derrière un juge. Je ne suis pas sûr. Les juges se retournent un pied par terre. Je crois que vous êtes déformé par la réalité de notre pays. Oui. Mais croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont innocents et qui sont faussement accusés. Et j'en fais partie. Et donc, c'était sûr de mon fait que j'ai couru derrière le juge pour être entendu. Et de toutes les auditions qu'on a eues, je me souviens de 3 remarques de magistrats différents, pas le même magistrat. Le premier, il me dit, au tout début, il me dit, mais lorsque j'entends... D'abord, il me demande, mais qu'est-ce que vous... On a vu votre lettre, vous voulez être entendu, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi, je dis, mais non, c'est à vous de me dire ce que vous me voulez, puisqu'il y a une réquisition qui me concerne. Et puis, je leur relate mes faits, ce que j'avais à dire. Puis ils me disent, mais le magistrat me dit, mais quand je vous entends, je ne vois pas vraiment ce que vous faites ici. Et il conclut en disant, vous savez, dans la vie, est-ce que vous priez? Moi, je dis oui. Dans la vie, il y a des dossiers où il faut seulement prier. Donc moi, je vous conseille de prier. Le deuxième magistrat, un autre magistrat, qui m'entend, qui fait des confrontations, et celui-là, il me dit, mais quand je regarde tout ça, quand je vois le dossier, j'entends les déclarations des uns et des autres, je ne vois pas qu'est-ce que vous faites dans cette affaire. Je dis, c'est ce que je dis depuis le début. Je vous répète que je suis victime d'une cabale politique. On veut m'impliquer dans une histoire où je n'ai aucune responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir payé. Et le troisième magistrat, lui, la même chose, même réaction. C'était le dernier jour. Le jour d'ailleurs où on a décidé on a signé des mandats d'arrêt provisoire pour 2 des impliqués. Et donc ce jour-là, le troisième magistrat, il me dit, mais est-ce que, il regarde et puis il me dit, mais est-ce qu'en haut lieu, on est conscient que vous êtes victime d'une cabale politique? Moi j'ai dit, oui, heureusement, il me semble qu'on commence à en prendre conscience. Et il dit, ah, mais c'est incroyable, vous devez être réhabilité. Voilà le dernier mot du magistrat lors de la dernière audition. Donc pour moi, je n'avais aucune inquiétude. Tout était transparent, tout était clair. Et de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la volonté de m'impliquer dans une affaire. Écoutez, j'ai fait des paiements pour... Nous allons examiner en détail l'ensemble de toutes ces procédures parce qu'il faut aussi tenir compte de la mémoire qui s'étiole et que le peuple a besoin de revenir un peu sur ces dossiers pour que maintenant examiner la position de la justice aujourd'hui par rapport à vous et au fait qu'eux, ils connaissent. Alors nous allons, si vous êtes d'accord avec moi, rapidement, nous allons passer à mes collègues qui vont vous poser des questions sur certains faits. Élisée Odia. Vous venez d'être disculpé par la justice. D'aucuns risquent de dire, mais on parle d'une justice quasiment malade. Elle est malade, mais elle est encore en vie. Hein. Elle n'est pas morte. Ah bah ouais, parce qu'elle vient de vous disculper. Est-ce que vous pensez que cela peut être remis en question par certains? D'autant plus qu'il y a une rhétorique que nous, on a entendue depuis plusieurs années. Ça vient du président de la République, c'est une justice malade qui disculpe quelqu'un qui, aux yeux de tout le monde, je vais vous dire les choses autrement. C'est parce qu'elle est malade qu'elle a réussi à m'inculper, disons à me poursuivre. Parce qu'il n'y avait même pas matière à ce que cela soit fait. C'est justement parce qu'elle est malade qu'on a réussi à mettre mon nom dans une affaire où je n'avais rien à voir, pour me jeter en pâture, comme ça a été dit, pour essayer de compromettre ma carrière politique et surtout compromettre ma crédibilité que j'ai forgée en 58 ans. Dont, je ne sais pas, près de 30 ans d'exercice professionnel. Donc, et cette crédibilité n'a jamais été remise en cause dans le passé, dans ma vie. Donc, c'était une démarche politique qui s'est appuyée sur une justice malade, mais Dieu merci, c'était tellement gros que les magistrats eux-mêmes ont dit non, il n'y a pas matière, c'est pas possible. C'est la justice qui vous disculpe. La décision intervient après, quand même, que le président lui-même vous est disculpé. Est-ce que vous êtes senti ça? Est-ce que vous pensez que cette justice a juste suivi le mot d'ordre du président qui lui-même, déjà au cours d'une émission, disait qu'on jette les gens en pâture? Le président était clair. Il a juste parlé de faits. Il a dit, ce ministre qui est jeté en pâture est le seul dans l'histoire de ce pays qui nous a amenés à tel niveau. Il n'a pas parlé de justice. Il n'a pas donné une opinion sur la justice. Mais on peut comprendre qu'en tant que magistrat suprême, il peut être informé de ce qui se passe parce qu'il a quand même des éléments. N'oubliez pas que moi, j'ai eu une confrontation entre l'inspecteur général des finances et moi devant le chef de l'État. Et donc, à cette occasion, c'était bien au début, avant même que je ne sois entendu par les magistrats. Les choses étaient déjà claires.
L'inspecteur lui-même a déjà dit à plusieurs personnes en coulisses, non, lui n'a rien à voir, on a fouillé ses comptes, il n'a pas de transfert, il n'y a rien qui montre qu'il soit impliqué de manière ou d'une autre. Il n'a rien à voir. Lui-même l'a dit à des gens. Mais comme il y avait déjà une dynamique, il a laissé faire la dynamique, peut-être parce qu'il avait un intérêt politique derrière, mais ça c'est son affaire. Mais c'était sûr déjà des gens qui étaient informés. Et dans les confrontations qu'on a eues, je lui ai même dit, j'ai dit, écoute, maintenant que c'est établi que tout ça a été basé sur du faux, je veux un démenti. Et sa réponse, c'était, je veux bien, mais je ne peux plus rien dire parce que la justice est déjà saisie. Je suis un OPJ, je ne peux plus rien faire, donc il faut aller en justice. Et on a continué avec la justice. Sans Nicolas Kazadi, disculpé par la justice, vous pointez du doigt une sorte de cabale politico-médiatique, mais vous n'êtes pas le seul politique ici en République démocratique. Pourquoi Ça, il faut demander à ceux qui ont orchestré cette cabale. Je ne suis pas le premier non plus à être victime d'une cabale. Hein. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas le premier, peut-être pas le dernier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, là, c'était mon tour. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que je suis le seul ministre de l'histoire à amener ce pays à ces résultats-là en termes de gouvernance financière, en termes de réhabilitation de l'image et du prestige du pays à l'extérieur. C'est un processus que j'avais commencé avec succès. Je suis ce ministre-là. Je suis le seul ministre qui a triplé le budget de l'État en si peu de temps. Et donc, dans le fantasme congolais, comme les gens vivent de commissions, ils se disent, mais s'il a amené le budget à 16 milliards, donc lui, au minimum, il doit avoir 1,5 milliard dans sa poche. C'est peut-être ça dont les gens pensent qu'il s'est enrichi, etc. Et donc, tous les phares sont sur moi. Et aussi, lorsqu'on est ministre des Finances, avec autant d'appétit à la veille d'une élection, vous voyez un peu tous les appétits qu'il y a sur le Trésor. Et moi, mon rôle, c'est souvent de dire non. Et donc, j'ai potentiellement beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec moi parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ce à quoi ils espéraient. Mais plus que tout ça, à mon avis, le vrai problème, c'est que j'ai mis en place une politique de lutte contre la corruption, contre les mafias, qui était réellement structurée, systémique, intelligente et basée sur la transparence à tous les niveaux. Et ça ne pouvait pas plaire au système. Vous savez que j'ai instauré beaucoup d'outils informatiques pour le contrôle de la TVA. C'est une initiative que j'ai prise qui ne m'a pas été dictée par le FMI, qui ne m'a pas été dictée par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça à la table du gouvernement, la facture normalisée. L'assainissement des jeux d'argent, ça ne m'a pas été dicté ni par le FMI, ni par la Banque mondiale, ni par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça sur la table. Vous savez que sur les jeux d'argent, dans ce pays, toutes les sociétés qui font des jeux, des paris, elles brassent plus d'1 milliard de dollars par an. Vous savez combien elles payaient? Moins d'1 million à l'État par an. Ce que je dis est clair. C'est moi qui ai initié ces réformes, c'est moi qui les ai fait avancer. Elles sont en train d'être abouties. Souvenez-vous que le 31, peu avant l'élection, je crois le 19 décembre 2023, nous avons officiellement lancé la facture normalisée avec le Premier ministre Sama Lukonde, c'était à Rotana. Sur les jeux d'argent, c'est fait, tout est bouclé, les contrats sont signés. Je sais qu'il y a une tentative de remise en question que j'ai faite après moi, mais ça va être très difficile parce que le processus est déjà bien abouti. Mais vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait mais c'est 30%. Que oui, les 40, gens disaient 50%. Voilà, qu'il y avait un système mis en place au ministère des Finances qui faisait que le paiement des factures soit en tout cas tributaire. Je vais vous dire une chose. La beauté de cette affaire, c'est que dans ce pays, comme à Hollywood, on peut créer un scénario et coller à quelqu'un ce que l'on veut, l'étiquette que l'on veut. Moi, je vous dis, Willy Kalenga, amenez-moi un seul homme d'affaires particulier à qui, moi, j'ai négocié directement ou indirectement quelque commission que ce soit, même 0,5%. Ça n'existe pas. Ce qui est vrai, c'est que dans ce pays, tout le monde est dans ça, parce que les gens n'ont pas appris à travailler suffisamment. Et lorsque vous faites votre boulot de ministre des Finances, vous payez des gens, ces gens peuvent eux-mêmes être porteurs de négociateurs, de commissions, etc. Mais ma politique au sein du cabinet, et les membres de mon cabinet le savent, c'est que j'étais intraitable sur ces questions. J'ai dû me séparer de 3 collaborateurs pour lesquels les indices étaient suffisants pour que je prenne cette décision.
Mais pour le reste, c'est des histoires, c'est des racontars. Il y en a que j'ai fait arrêter. Ils se sont répandus dans les réseaux sociaux alors qu'on les a pris la main dans le sac pour commencer à m'insulter, toujours autour de la thématique de 30%, 40%. Et pourquoi on les a fait arrêter? Parce que je fais un paiement, innocemment, le paiement s'en va, et ils vont contacter la personne qui a été payée, et ils s'improvisent comme intermédiaires en disant qu'eux, ils travaillent pour le ministre, et il y a autant. Et c'est tout à fait par hasard que ça me parvient. Et donc, on met en place une stratégie avec le bénéficiaire pour arrêter ces gens, mais vous ne savez pas comment ils ont cherché à me salir. Alors qu'on les a pris la main dans le sac, c'est ça aussi l'inversion des valeurs dans notre pays. Ils ont passé un petit séjour à Makala, puis ils sont sortis. Ce n'étaient pas les seuls. J'ai eu 2 ou 3 cas pareils. Donc c'est ça la réalité de notre pays. Mais croyez-moi, j'ai eu la chance de travailler dans ce pays. À la Banque centrale, dans ce même ministère des Finances, je connais un peu les habitudes ici. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler dans d'autres institutions à l'étranger, où les critères d'éthique sont beaucoup plus exigeants. Et je sais c'est quoi réhabiliter l'image, je sais c'est quoi préserver l'image. Et j'ai vécu dans ça. Et quand je suis venu ici, c'était ça mon leitmotiv. Je savais ce dont souffrait le pays. C'était un problème d'image totalement abîmé. J'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Grâce à moi, on a pu gagner quelques points en termes de notation du pays. Grâce à moi, on a pu accéder à tous ces programmes. On a pu démultiplier les recettes mobilisées. Et ce qui me rassure, c'est que lorsque je parle avec les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires, les vrais, qu'ils soient locaux ou étrangers, même au plus fort de la crise, ils m'ont toujours jeté des fleurs en disant « Ne t'en fais pas, on a tout compris. On sait que c'est une cabale, on te connaît, on connaît ton sérieux. » Et depuis que j'ai cessé mes fonctions, avant même que l'instruction ne termine, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme proposition? On voudrait travailler avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? On veut faire ceci, on veut faire cela. C'est ça qui me rassure et c'est ça qui compte. Dans le problème de forage, quand on vous amène le dossier, les observateurs aguerris de la gestion publique estiment que vous auriez outrepassé vos pouvoirs en examinant les prix et en leur envoyant même ces dossiers qui avaient déjà été traités en Conseil des ministres, qui avaient déjà obtenu l'avis de non-objection de l'institution en question, est arrivé chez vous pour exécution. Le fait même de vous être donné ce pouvoir-là, de ramener, de discuter du prix, c'était un indice de mauvaise gouvernance. Non, je suis désolé. Alors, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai entendu des gens me reprocher d'avoir payé en disant qu'ils savaient que c'était surfacturé, pourquoi il a payé. Je vais vous dire une chose. En tant que ministre des Finances, c'est vrai, je ne suis pas ministre sectoriel. Oui. Je ne peux pas aller dans les détails parce que ça a déjà passé toutes les étapes d'approbation. Le contrat est déjà signé. Ça veut dire que les marchés publics ont approuvé. Qui suis-je, moi, pour tout remettre en question? Ça, vous avez raison de dire cela. Mais en même temps, à mon niveau, je fais de nouveau une relecture qui est rapide, qui est légère. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que ministre des Finances. Je le fais pour tout. Et il m'arrive de dire non, je ne paye pas. Il m'arrive de dire je paye, mais à telle condition. Il m'arrive de renvoyer le dossier. Dans le cas ici, tout ce que j'ai dit, c'est que des éléments que moi j'ai, parce que nous finançons des projets financés par les bailleurs de fonds, des éléments que moi j'ai, la moyenne par station me paraît un peu élevée quand je compare les stations que nous avons payées, notamment dans le cadre du projet BAD, du projet prise avec la BAD, et quand on voit la configuration de ces stations, avec celle qui était proposée par Stever Construct. C'est une observation simple, et qui est de mon devoir. Je leur ai dit, écoutez, quand je vois le prix moyen, moi, on a payé avec la BAD des capacités énormes. Vous avez des réservoirs de 150 mètres cubes, 60 mètres cubes en béton armé, avec des mini-réseaux qui s'étendent sur 2 km. Le plus cher qu'on ait payé, c'est 680 000 $, et le moins cher, c'est 390 000 $. Ça, c'est projet prise, hein, avec appel d'offres international, etc. Et je leur disais, 400 000 $ pour les vôtres, qui n'ont pas des réseaux aussi étendus, qui n'ont pas des capacités de stockage similaires, ça me paraît un peu cher. Et ça, c'est l'observation de mes services. Et je leur ai dit, allez regarder.
Et donc, le temps que ça a pris, mais en même temps, pendant la même période, nous avions le souci d'avoir des forages, d'offrir des forages aux populations. Nous étions en année électorale, n'oubliez pas. Et donc, il fallait aller vite. Il fallait que les forages soient répandus dans tout le pays. Donc, j'ai fait une observation de bonne foi en tant que ministre des Finances, mais je ne me suis pas substitué au ministre de tutelle, au ministre du Développement rural. Pas du tout. Je n'ai aucunement négocié quoi que ce soit. J'ai juste fait une observation. Et eux-mêmes, voyant que c'était un élément de blocage ou de ralentissement, ils ont dit, bon, on va faire un effort, on va offrir plus de forages, ce qui faisait diminuer le prix moyen. Mais je vous dis, même lorsque j'ai fait cette remarque, cela ne veut pas dire qu'il y avait surfacturation ou que j'ai reconnu qu'il y avait surfacturation. J'ai donné un avis, c'est tout, de bonne foi. Peut-être que mon erreur, c'est d'avoir excès de bonne foi. Mais ce n'était qu'un avis. Ça vous a impliqué dans cette affaire-là? Oui, mais c'est léger. La décision, le procureur est là. Elle est très... je trouve que... Vous savez pourquoi on a fait cette réquisition? On a dit que, voilà, le procureur dit, ayant relevé que le coût retenu dans le contrat précité pour l'installation des forages était très élevé, Monsieur le ministre des Finances invitera le ministre du Développement rural à négocier avec le consortium pour revoir à la baisse le dit coût. C'est ce qu'on dit. Et puis on dit en réaction, le ministre Roubota a obtenu d'augmenter le nombre de stations de 340 unités supplémentaires. Et puis on dit ensuite, bien qu'ayant constaté la surfacturation des forages après les négociations susvantées, Monsieur le ministre des Finances a reconnu, au cours du briefing de presse tenu par le ministre de la Communication le 24 avril 2024, avoir payé la somme de 71 millions, apparemment en l'absence de tout élément d'évaluation technique pouvant lui permettre de connaître le coût réel de chaque station d'eau. Vous ne trouvez pas ça un peu léger? Je trouve ça extrêmement tout ça léger déjà passé, mais c'était bien comme motif de le préciser. pour m'interdire de voyager, me jeter en pâture, avec tout ce que je représentais à l'époque en tant que ministre des Finances. Vous savez que le voyage de Paris que j'ai raté là, j'allais pour signer notamment 2-3 grands projets. Un projet justement de 50 millions d'euros avec le Trésor français pour financement de lampadaires, on va y revenir. On allait signer avec Alstom pour le train urbain, Métrokin. Tous ces projets, aujourd'hui, sont à l'eau, sont en difficulté. Et donc, c'est pour vous dire simplement que chaque décision que l'on prend, quand on est en charge des affaires publiques, peut porter à conséquence et on doit le faire vraiment en pleine connaissance de cause. Éric Ambo. Je n'ai pas terminé. Oui. Sur le prix, la manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 $ qu'on met dans les coins de la maison à 300 000 $. C'est ça dans l'imaginaire des gens. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Et elle a été sciemment entretenue. De un, je n'ai jamais dit qu'il y avait surfacturation. Même au briefing, j'ai dit, on m'a demandé, vous pensez qu'il y a surfacturation ou pas? J'ai dit, je ne suis pas en mesure de le dire. J'ai donné un avis en tant que ministre des Finances, mais je ne peux pas me prononcer sur la surfacturation. Et d'ailleurs, je vais demander au procureur d'ouvrir une enquête sur la question de la surfacturation pour qu'il nous dise s'il y a eu surfacturation ou pas. Mais la mauvaise foi avait déjà occupé les esprits en disant, forage, il y a 5 000, yé, à Tekiangon à 300 000. Ça, c'est malhonnête, ça, c'est injuste. Juste parce que l'homme est à abattre à tout prix. Et je vais vous dire, je vous ai donné le prix du projet prise, je vais vous le donner. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait surfacturation. Jamais. J'ai juste pensé qu'il pouvait y avoir des ajustements, qu'on devait savoir de quoi on se passait. Et ça, c'était au ministre Roubota de me convaincre, parce que c'est lui qui a la charge du contrôle. Ma charge était de payer. J'étais, selon le contrat, obligé de payer 79 millions la première année. Mon prédécesseur, le ministre Sellé, l'avait écrit dans une lettre clairement. Je marque mon accord, sur instruction de ma hiérarchie, je marque mon accord pour faire un montage financier pour financer les 400 millions en 5 tranches annuelles. Et donc, la première tranche annuelle, c'était 79 millions. C'était ça mon obligation. Si je les avais disponibles, je les aurais payés en une fois. Le suivi de l'exécution, ce n'était pas moi, c'était le ministre. Honorable, vous avez parlé de cette affaire de forage. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé le paiement en procédure d'urgence? Pourquoi je l'ai fait? Pour une raison simple. D'ailleurs, au moment où j'ai fait le premier paiement, en même temps que je faisais le paiement,
j'écrivais au ministère du Budget pour qu'il prépare la suite. D'abord, c'est-à-dire qu'il prépare le paiement, le DTO, qui va venir régulariser la première tranche payée et puis qui va venir couvrir les tranches suivantes. Je n'ai jamais eu de suite du ministère du Budget. S'il y avait un problème, il aurait dû me dire. Soit ça arrive, soit non, vous avez fait une erreur, il ne fallait pas payer, voilà. Rien du tout. Mais vous savez aussi que dans le manuel de procédure de dépenses, il existe ce qu'on appelle procédure accélérée. C'est-à-dire que le ministre du Budget engage et liquide et écrit sur le document urgent pour que ça soit payé. Cela permettra le contrôle. Mais ceux qui n'ont jamais été fait, vous êtes passé aux procédures d'urgence. Il peut le faire, mais moi aussi je peux le faire. Et quand je le fais, on travaillait en bonne synergie avec le ministre Bogie. On n'a jamais eu de difficulté. S'il y a une difficulté, il a eu tout le temps de me le dire. J'ai fait ce paiement de 71 millions en 3 tranches, ou 4 même. Et donc, il avait le temps de réagir pour me dire « Attention, là, tu es en train de déconner, il y a tel problème. » Il ne me l'a jamais dit. Vous l'avez fait sur base de l'arrêté interministériel que vous avez signé avec le ministre du Budget, où non, écoutez, toutes les listes des dépenses étaient dirigées vers vous et vous donniez l'ordre à la banque de pouvoir payer. Oui, mais je veux vous dire, quand on gère l'État, on a des contingences politiques et on doit les apprécier, on doit décider vite. La procédure d'urgence sert à ça. Là, nous avions pris énormément de retard pour discuter de quand est-ce qu'on commence, on commence par quoi. Nous voulions politiquement déployer ces stations, qui sont aujourd'hui disponibles, semble-t-il, dans les stocks de fournisseurs. C'est-à-dire que les 300 stations sont disponibles, mais il faut les déployer. Et apparemment, ils ont mal géré leur trésorerie pour se trouver à court et ralentir l'exécution. C'est comme ça qu'au mois d'août, on était à 6 mois depuis le premier paiement. Lorsqu'on me demande de continuer les paiements, août 2023, je demande, vérifiez un peu où est-ce qu'on en est. Et il nous informe qu'au mois d'août, il nous informe par écrit qu'on a déjà installé 89 stations. Je dis, vous êtes en retard parce que là, tel qu'on a payé, vous devriez déjà être près de 200 stations. Mais ils expliquent qu'ils sont dans des discussions avec les autorités sur les emplacements, parce que ce n'était pas eux qui devaient choisir. Et puis, ils ont des problèmes logistiques, etc. Mais ils peuvent rattraper ce retard rapidement, mais il faut des moyens pour déployer tout partout. Et comme l'engagement, l'obligation pour moi était de payer 79 millions, j'ai dit OK, je vous paye la 3e tranche que j'avais déjà annoncée, mais je m'arrête là. Le reste, je ne payerai que quand vous aurez rattrapé le retard. Donc c'est la politique qui vous a obligé de payer en mode d'urgence en violant même les lois sur les dépenses publiques? Non, vous dites violent, il y a pas, vous savez le nombre de choses qu'on paye en procédure d'urgence? Vous pouvez pas imaginer, il y a énormément. Mais la procédure accélérée peut vous permettre de vous couvrir, c'est ce qui vous a été reproché. C'est pour ça que je me suis adressé à mon collègue du budget pour qu'il fasse le travail et qu'il m'interpelle en cas de difficulté, c'est tout. Vous savez une chose, demandez à tous ceux qui fréquentent les 2 ministères là. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens. J'ai reçu une fois un monsieur qui est venu me voir pour un dossier propre, normal. Je lui dis, mais je suis désolé, il faut aller au ministère du Budget parce qu'on va encore me reprocher des procédures d'urgence. Le monsieur s'est mis presque à pleurer. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une réalité aussi. Et nous savons le temps que ça met parfois pour un dossier pour aller y revenir. Ça peut mettre des mois, alors qu'on a un impératif politique à résoudre. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on apprécie. Moi, j'assume la décision d'avoir payé en procédure d'urgence, je l'assume, il n'y a aucun problème. La question d'Ambago a un autre soubassement. Vous avez senti qu'il était important que ce forage se termine pour que ce soit un élément de la campagne électorale. Mais si je comprends bien, c'était politique. En politique. La politique est là pour résoudre les problèmes des gens. Si on donne, et je vais vous dire, là où... Donc le mot d'urgence a été un mot électoral. Là où... Non, mais ça c'est une caricature. Oui. Là où ces stations ont été installées, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact des mamans, de tout le monde, des gens qui n'avaient pas d'eau et qui reçoivent de l'eau en abondance. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas été vite, ça n'a pas été partout, à cause de toutes ces histoires que je regrette, mais l'objectif n'était que celui-là. De la même manière que nous avons globalement amené les dépenses d'investissement à 11% des ressources propres mobilisées, avec des routes, des chantiers ouverts partout, le PDL, nous étions dans cette dynamique. Et quel est le rôle d'un politique? C'est d'apporter des résultats, c'est de poser des actes transformateurs. Nous l'avons fait. Nous avons fait le PDL, nous avons fait à travers les diocèses catholiques, nous avons investi beaucoup d'argent. Vous savez que nous avons donné à 2 ou 3 reprises $300 000 par diocèse,
Ils ont fait des projets locaux avec une efficacité incroyable. On n'en parle pas assez. Je crois qu'ils ont été beaucoup plus rapides et peut-être même beaucoup plus efficaces que le PDL. Il faut qu'on le reconnaisse à l'Église catholique. Ils ont été efficaces. Nous avons fait la même chose avec les protestants. On leur a donné des ressources. Sauf que les moyens étaient moins importants que le PDL, mais tous les moyens étaient bons pour répondre aux besoins des Congolais. Et le retard que nous avons dans tous les domaines est énorme. Et alors, maintenant, si vous me dites qu'on a des difficultés à conduire des projets correctement de bout en bout, je serais le premier à le dire. Ça fait partie de notre feuille de route dans le cadre des réformes, dans le cadre de nos programmes avec nos grands partenaires. On doit rétablir non seulement la chaîne de la dépense, mais la chaîne de la dépense, ça ne veut pas dire seulement un DTO. Hein. Le ministre du Budget peut faire un DTO même sans soubassement. Si ce n'est que ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment mettre en place un dispositif pour que le projet, depuis l'idée du projet jusqu'à la fin, soit fait correctement, soit bien suivi. Je vous dis qu'on est très faible. Nous sommes encore très faibles au niveau national. Mais honorable, si vous avez respecté les 4 phases de dépenses, engagement, liquidation, paiement, ordonnancement, paiement, vous n'aurez pas ces difficultés. La chaîne de la dépense a ses avantages et ses inconvénients. Elle est très bien pour renforcer le contrôle, mais elle pose problème parce que qui dit contrôle dans notre pays dit étape à franchir, dit temps, dit même argent, je crois qu'on se comprend, et ça devient maintenant un inconvénient. C'est pour ça que par moment, on prend le risque politique de passer outre pour atteindre l'objectif. Et le rôle d'un politique, c'est celui-là. Maintenant, quand, par précaution, j'ai en même temps saisi le ministre du Budget pour qu'il ait le temps, à froid, de revenir là-dessus, de nous aider à continuer, mais le retour n'est jamais venu. Alors, Choukran. Monsieur le ministre, merci. C'est une très bonne chose de vous avoir parce qu'on va pas parler beaucoup de français, mais je vais descendre un peu pour le commun de Congolais. Il y a eu un jour un ministre des Finances dans ce pays qui a payé des lampadaires à 5 000 $ l'unité. D'abord, avant d'aller plus loin en tant qu'homme congolais, connaissant ce pays et de toutes les souffrances dans lesquelles nos populations vivent, quand vous vous rendez compte d'avoir payé à ces prix-là, est-ce que vous n'avez pas de regrets ou est-ce que vous n'avez pas eu quelques réactions? Non, vous savez, gérer les affaires publiques, c'est toujours très complexe. On peut avoir un point de vue du citoyen lambda, qui est un point de vue souvent léger, pas informé. Mais quand on est dedans, on voit les choses différemment. Et il faut prendre le temps d'expliquer, sinon on subit la justice populaire. Cette affaire des lampadaires est extrêmement claire. Je reçois, peu après ma prise de fonction, le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le patron de Solectra, Samba Bachili, qui avait déjà validé leur projet à tous les niveaux, pour dire voilà, et j'étais au courant de ce projet, qui était validé aussi, pour me dire voilà, on a signé notre contrat, on voudrait que vous payiez les lampadaires. Et c'est là que je vois le montant, 13 millions, je demande le nombre de lampadaires, 2500 à peu près, je fais un calcul rapide, je vois que c'est 4000 et quelques. Ma première réaction, spontanée, innocente, je dis mais on est à 4900, mais moi je viens de payer des lampadaires avec un Modern Construct qui coûte 1500 $. Comment je peux justifier des lampadaires qui coûtent 3 fois plus cher? Oui, on est au courant et tout, mais ces lampadaires-là, ce n'est pas les mêmes. Et puis, il me démontre, effectivement, ce n'est pas les mêmes. Et il me rappelle que ces lampadaires-là, c'est des lampadaires qui sont venus de France. C'est une opération pilote. Ils sont achetés en France à 1700 €. Et ces lampadaires-là, c'est une opération pilote pour déclencher le financement du Trésor français, que je devais signer d'ailleurs en avril et que je n'ai pas signé, de 1500, pour 30 000 lampadaires. Alors, peut-être que vous allez me dire que le Trésor français aussi était dans la surfacturation, etc. Bon, ça, vous avez le droit. Mais c'est de cela qu'il s'agissait. Et donc, quand je vois ces évidences, je dis, OK, donc c'est une affaire sérieuse. Et il me montre même les différences de luminosité, etc. Je dis, bon, puisque c'est déjà validé par ma hiérarchie, bon, on va y aller. Alors, je dis, bon, en même temps, comme ce n'est pas les mêmes lampadaires, mais que je veux m'assurer qu'on paye vraiment les lampadaires qu'on a dit et qu'on ne va pas payer des lampadaires moins chers après, je mets en place une règle de jeu. Je dis au gouverneur, vous ouvrez un compte dans une banque, je vous paye l'argent, mais nous allons surveiller l'exécution de ce paiement pour protéger l'argent.
Et il ouvre un compte à la Sofibank. Je transfère les 13 millions et en même temps, j'écris à la Sofibank pour dire, je transfère, et au gouverneur d'ailleurs, pour dire je transfère l'équivalent de 13 millions de dollars pour les 2500 lampadaires, mais pour garantir la bonne exécution du projet, il faudra ma non-objection pour les décaissements. Et la première non-objection, c'est 30% du montant que vous avez le droit de payer au prestataire, Solectra. Tout le reste, 70%, vous ne payerez que aux fournisseurs du prestataire. C'était pour moi une façon de sécuriser. Quand j'ai fini de faire ça, j'appelle l'inspecteur général des finances. Je lui dis, monsieur l'inspecteur général, je viens de transférer 13 millions à l'hôtel de ville dans un compte à Sofibank. Je vous demande à vous de surveiller l'exécution de ce projet pour que tout se passe bien. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème, ça tombe bien parce que j'ai déjà une équipe qui est basée là-bas à l'hôtel de ville, donc ils vont faire le suivi. Je dis, OK, je suis tranquille. Premier paiement, OK. Deuxième paiement, le gouverneur écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, on a déjà atteint 70% d'exécution. C'est lui, selon ses calculs. Moi, je ne suis même pas au courant. Alors, je demande qu'on paye encore 40% du montant au prestataire. L'inspecteur général des finances autorise. Il dit, oui, vous pouvez payer. C'est la banque qui m'interpelle. Le directeur de la banque, M. Henri Ouazny, qui m'appelle, qui me dit, Excellence, vous aviez dit qu'on ne peut pas payer plus de 30% au prestataire. On a déjà payé 30%, maintenant on me demande de payer 40% encore au prestataire. J'ai dit non, vous vous conformez strictement à l'instruction que j'ai donnée. Vous payez par lettre de crédit, vous payez les fournisseurs, mais vous ne payez pas le prestataire lui-même, directement. Il a déjà eu ses 30%, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on sécurise le projet. OK, très bien. Il respecte ce que je dis. Après, il y avait encore un dernier 30%, la même chose. Et tout s'est bien passé, les conteneurs sont arrivés à Matadi. Maintenant, il faut sortir les conteneurs pour faire le projet. Cette fois-ci, maintenant, le prestataire nous saisit pour dire, on me demande de payer la TVA et la douane, les deux ensemble, ça fait 56% du montant. Si je paye ce montant-là, je perds de l'argent. J'ai dit, mais il fallait négocier l'exonération avant. Votre contrat ne prévoit pas d'exonération. Il dit, oui, mais je ne savais pas, j'étais distrait. Partout en Afrique où j'ai fait les projets, ces produits sont exonérés. Il m'écrit pour demander une exonération. J'envoie à ma cellule fiscale, le conseiller Chiribagoula, il me dit, au moment où nous parlons, il y a un décret en préparation qui exonère les produits solaires, mais il n'est pas encore finalisé. Ce que je vous conseille, c'est d'autoriser l'enlèvement d'urgence. Comme ça, il n'a pas de frais, il n'a pas de surestarise, il continue son projet. Et entre-temps, on espère que le décret sera fait et comme ça, ils pourront bénéficier d'exonération. Je dis, ah oui, ça c'est pas mal comme idée. Et il prépare une lettre et j'autorise l'enlèvement d'urgence. Ça va à la douane autorise la levée des lampadaires. L'IGF, qui est aussi à Matadi, s'interpose et bloque. Ils reviennent vers nous, ils s'échangent entre eux. L'IGF dit, OK, on va lever, que le ministre confirme. On me demande de confirmer, je confirme de nouveau. L'IGF bloque de nouveau. Je n'ai plus de nouvelles. Et nous nous retrouvons, je crois, au mois d'août 2023, au Brésil. Nous accompagnions le chef de l'État qui avait un sommet à Belém avec le président brésilien. Et M. Samba Bachili est là. On se retrouve dans la suite du président, parlant d'autres sujets. Et puis, M. Samba, avant la fin de la discussion, il dit, mais Président, j'ai toujours un problème, je n'ai pas encore fini mon projet de lampadaire, alors que bientôt on va signer à Paris pour le financement et tout. Alors le président qui dit, comment c'est pas encore fini cette affaire, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est le ministre des Finances. Il dit, non, c'est pas lui, c'est l'IGF. L'IGF qui bloque, le ministre a déjà écrit, mais l'IGF bloque. Il se tourne vers moi. J'ai dit, non, président, moi j'ai fait ce que je devais faire, je ne suis au courant de rien. Alors il me dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il faut que l'IGF autorise qu'on enlève les affaires pour ne pas compromettre le projet. Alors, et puis le président me demande, moi, d'appeler l'IGF. Il dit, vois avec lui, qu'il libère le temps qu'il ne faut pas compromettre le projet, comme sinon il aura des surestarises, et puis, entre-temps, on va régler le problème. Je sors de la suite, j'appelle l'IGF, je lui rends compte, je lui dis, voilà, on est au Brésil, M. Samba a posé tel problème, le président demande
que tu libères d'abord et on va régler le problème de l'exonération après. Moi-même, j'étais surpris que ce n'était pas encore réglé. Alors, il me dit, OK, ça va, je vais le faire. Je dis, bon, si vous avez des doutes, demandez à José Louvoiseau qui était là, au directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue qui était là. Il dit non, ou bien demander au président lui-même. Il dit non, comme vous m'avez dit, Excellence, je m'exécute. On est en août 2023, hein. Je m'exécute. Août passe, jusque décembre, élection passe, et après, quand tous ces gens décident de m'abattre, il ressort ce dossier, et avec un seul thème, deux thèmes, surfacturation et non-livraison. Voyez un peu. C'est la même IGF qui a sorti ce dossier, alors que c'est eux qui étaient en charge et du suivi du compte et de la libération des conteneurs dans une affaire transparente, et ils ne l'ont pas fait. Si moi j'avais des intentions de m'enrichir là-dessus, vous croyez que je n'allais pas autoriser qu'on donne l'argent au prestataire pour qu'il m'en donne une partie? J'ai refusé de le faire, justement pour éviter qu'on ait cela. J'ai sécurisé le projet. Maintenant, donc on a fait ce scandale. Et lorsque j'ai eu l'occasion, dans une confrontation avec l'IGF, de démontrer que c'était vraiment de la mauvaise foi et de la cabale politique, en relatant tout ce que je viens de vous dire, le seul argument qu'il a trouvé, c'était « Non, mais en réalité, le prestataire dit qu'il a acheté ses lampadaires à 1 700 €, c'est faux. Moi, j'ai écrit au prestataire, il a acheté ça à 800 €. Donc, il ment quand il dit qu'il va perdre de l'argent s'il paye la douane et la TVA. » Je dis, ah bon? Et pourtant, le prestataire a été payé par lettre de crédit. La banque ne peut pas tricher sur la lettre de crédit. C'est une société bien connue en Europe. Comment la banque peut tricher sur une lettre de crédit? Et puis, je ne pense pas que ce que vous dites est vrai, parce que le crédit qu'on a obtenu avec le Trésor français, quand vous faites 50 millions d'euros pour 30 000 lampadaires, ça donne à peu près le même prix. On est à 1660 et quelques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait tricherie sur le prix. Moi, c'était pour m'assurer que la qualité soit la même, que j'ai fait tout ça, ce dispositif. Alors, il me dit, non, j'ai la lettre. Mais montrez-la, il ne me montre pas. Et le lendemain, j'appelle le prestataire. Je dis, mais finalement, vos lampadaires, vous les avez achetés à combien? Parce que l'IGF prétend que c'est à 800 $ et que donc votre argument de perdre l'argent est un faux argument. Il dit, Excellence, je mets quiconque au défi. Ce produit est connu, c'est 1 700 €, 1 770 €. D'ailleurs, je vais demander au prestataire de le prouver. Et la même journée, il m'envoie une lettre écrite par le prestataire qui confirme le prix de 1 700 €. Ça, c'est juste la lampe, sans compter le mât qui était importé du Maroc, sans compter les accessoires et tout le reste. Et quand vous ajoutez transport et tout, et douane et tout, c'était 4 900 € était justifié. Le dollar était justifié. Et donc, quand je reçois la lettre, j'envoie ça à l'IGF, à l'inspecteur général. Je dis, mais hier, chez le président, vous avez dit qu'il a trompé sur le prix, et donc son argument de dire qu'il perd de l'argent est un faux argument. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Regardez ça. Et d'ailleurs, quand on fait le calcul, 50 millions par 30 000 lampadaires, c'est ça. Alors, dans quel intérêt vous racontez des choses fausses? Dans quel intérêt vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ça, c'est ma question. Finalement, quand on regarde la tournure de ces dossiers, notamment d'autres aussi, est-ce qu'il y a-t-il eu un problème entre votre ministère et l'IGF finalement? Non, les gens veulent faire des biceps, mais moi je ne suis pas dans cette logique. Moi je suis dans une logique de travail et de résultats. C'est tout. Mais les gens veulent faire la politique quand ils ne le sont pas. Nous qui sommes censés faire la politique parce que nous sommes des politiques, on est préoccupés par les résultats. C'est ça, toute la différence, elle est là. Et donc, il fait ça, et après, j'apprends que les mêmes lampadaires qui étaient bloqués à Matadi étaient mis en vente aux enchères. Et j'apprends que c'est la société Proton qui est candidate pour acheter ces lampadaires qui sont mis aux enchères. Ça, c'est déjà sur les lampadaires eux-mêmes. Mais sur le prix des lampadaires, je crois que la démonstration est claire qu'il n'y a pas surfacturation. Deuxièmement, la même IGF qui était en mission à la ville de Kinshasa n'a pas vu, peut-être qu'elle était distraite, qu'il y avait un autre fournisseur qui s'appelle Proton, du groupe Raoji, qui vendait des lampadaires 2 fois moins performants ou 3 fois moins performants que ceux de Solectra à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000 $. Pourquoi elle n'a pas vu? Pourquoi elle n'a pas parlé de surfacturation?
Parce que vous avez empêché... Oui, mais j'ai empêché aux gens de bouffer. Pourquoi vous l'avez fait? C'était pour quelle raison? Mais non. Vous soupçonniez qui allait voler cet argent? Je vais vous dire une chose. Le projet était déjà accepté, les prix étaient connus, l'argent était connu, vous avez payé. Pourquoi suivre l'argent même là où on doit aller? Donc vous me reprochez d'avoir protégé les intérêts de l'État. Parce que finalement, ça n'a pas eu lieu. Finalement, on n'a pas eu les lampadaires. C'est faux. Les lampadaires sont finalement... ne sont pas installés. Non, ils ont été installés. Ils sont installés aujourd'hui à 95%. Le seul tronçon qui n'est pas installé, c'est à la demande du gouverneur, parce qu'il y a des travaux à faire sur la route et tout ça. Mais ils sont faits. Mais là, plus personne n'en parle. On continue de répéter, monsieur Lampadaire, monsieur Toto, comment on dit, Yo-Yo, Yabana. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. Et, par ricochet, j'ai démontré la mafia qu'il y avait derrière. Mais puisque je n'ai pas cette puissance médiatique que d'autres ont, parce que je ne pense pas, moi, quand je me réveille le matin, à corrompre les journalistes pour qu'ils m'encensent, eh bien, bon, c'est moi qu'on veut jeter en pâture.